Bonjour et bienvenue, on retrouve Michel, bonjour. Bonjour. Et puis notre invité, le docteur Jean-Marc Crespe, bonjour. On va découvrir toutes les facettes qui font à votre implication dans la vie et dans la société corse. Donc médecin, médecin psychiatre, vous êtes, tout ce que vous nous disiez un petit peu hors micro, tombé dans la marmite de la médecine très jeune. Ah oui, à la naissance, je dirais, puisque je nais en 1950 et mon père ouvre son cabinet définitif, je dirais, en 50, après avoir remplacé pendant 2-3 ans le Noël Franchini, le célèbre Noël Franchini, maire d'Ajaccio, qui était généraliste et faisait à ce moment-là sa formation d'ophtalmo, qu'il a exercé quelque temps. Malheureusement, il a été emporté par la maladie très jeune, et donc mon père a été son successeur. Et donc moi à l'époque, vous savez, le cabinet était dans la maison pratiquement, au 59 Cours Napoléon, à côté de Sainte-Lucie. Et donc je discutais, j'ai parlé tôt et je discutais très régulièrement, m'a-t-on dit, je ne me rappelle pas bien sûr, mais on m'a dit avec les patients dans la salle d'attente, et je leur faisais partie des prescriptions. Donc voilà, il était difficile pour moi de faire autre chose que de la médecine, parti par là. Et la psychiatrie, parce que je crois que mon père avait une formation bac philo à l'époque, c'était la voie royale pour faire de la médecine, et pas comme à mon époque où mon bac sciences ex a été tout juste pour franchir la barre, qui n'était pas encore un couperet, mais enfin qui était déjà assez dur de la première année, et où vraiment on était déjà passé à la sélection par les maths et la physique, et j'étais pas cador là-dedans. Donc, si vous voulez, moi c'est toujours le côté humaniste de la médecine qui m'a intéressé, d'autant que dans ces périodes-là, quand j'ai commencé à prendre conscience, dans mon enfance, je dirais, de la relation médecin-malade, là je me suis rendu compte vraiment que la relation psychologique était vraiment à la base de la confiance entre le patient et son médecin, et qu'on soignait autant par la parole que par les médicaments, qui à l'époque étaient quand on dit justement que le corps est en accord total avec l'esprit, toutes les pathologies qu'on connaît aujourd'hui, qui ont évolué d'ailleurs, toutes ces pathologies dépendent du psychisme. Oui, disons que le psychisme y est impliqué à des degrés divers. Il y a je pense par immunité interposée, puisque l'immunité, les séquences, je dirais les différentes séquences immunitaires qui sont censées protéger l'organisme des agressions, des inflammations et autres, est en étroite collaboration, étroite liaison avec l'état psychique, avec le sommeil en particulier, et donc je dirais cette relation psychosomatique. Alors il y a des pathologies psychosomatiques connues depuis longtemps, identifiées, les rectocolite hémorragiques, une certaine forme d'asthme, les psoriasis, tout ça c'est ancien, même Hippocrate presque le décrivait déjà, mais dans les formes, je dirais plus modernes entre guillemets, des pathologies cancéreuses, le stress, et le stress chronique en particulier, toujours par l'agression qui produit sur le système immunitaire, et à partie prenante dans ces pathologies. Deux petits mots sur la formation des médecins. Vous avez évoqué la philo. Oui. Aujourd'hui, vous regrettez justement que dans cette formation ce soit du tout scientifique. Ça manque, y compris pour l'éthique, oui, peut-être. Absolument. Je crois que tout science dure, je dirais, maths, physique, qui a présidé à la sélection des jeunes médecins à partir avec le numerus clausus, qui est apparu juste après moi, dans les années 70, et s'est aggravé ensuite, puisque je vous rappelle quand même qu'à un moment donné, on ne prenait que 7% des candidats
en première année, hein, d'où en cascade le déficit actuel de médecins, tout ça parce que alors on attribue ça à Edgar Faure, qui était pourtant un grand humaniste et un grand politique, je dirais, à l'ancienne. Je crois qu'il avait été ministre de la Santé, ou enfin il présidait quelque chose, et son équipe a décidé qu'il faudrait moins de médecins. S'il y avait moins de médecins, il y aurait moins de patients, et il y aurait moins de consommation et moins de coûts. Hein, complètement aberrant. Hein, et on a vu ce que ça a donné, et ce que ça donne encore malheureusement. Hein. Donc cette sélection par les maths, non seulement elle a bouché la route à beaucoup de gens, hein, et surtout elle a créé des médecins scientifiques, pseudo-scientifiques, je dirais, hein, qui, en parallèle avec le développement du paramédical, c'est-à-dire l'imagerie, la biologie, l'ultrason, enfin toutes ces pathologies qui ont révolutionné la médecine, je dirais, hein, mais ça a contribué à déshumaniser totalement le lien, à rompre le lien psychologique avec le patient, et donc faire perdre des chances, je n'ai pas peur de le dire, faire perdre des chances à des gens de communiquer leur souffrance et leurs maux. Hein. Alors, et là, je cite les hommes politiques, je dirais qu'une des qualités que je reconnais à François Mitterrand, c'est d'avoir, je dirais, remis un petit peu les humanités dans la formation, dans la sélection médicale, en déboulonnant un peu le tout scientifique. Mais il en a fallu du temps, il a fallu pratiquement 20 ans pour qu'on arrive à, je dirais, et Macron là, à nettement améliorer, hein, puisque maintenant je crois qu'on est à 12% à peu près, entre 12 et 13% de sélection au niveau des jeunes médecins. Mais comme on sait qu'il faut 10 ans pour faire un médecin, je vous laisse faire le calcul. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité, le docteur Crespe. Bonjour. Bonjour Miguel. Bonjour. Quel était votre sujet de thèse? Mon sujet de thèse, l'hystérie post-traumatique. Que j'ai un petit peu imposé, je veux dire, enfin proposé à mon jury, et où j'ai été très soutenu et très aidé, surtout par les archives d'un vieux psychiatre marseillais, originaire de Vico, hein, dont le petit-fils, je crois, est neurochirurgien, est intervenu quelquefois ici. Son nom va me revenir. Et qui m'a donné des cartons de ses archives d'expertise civiles et militaires, puisque si vous voulez, la notion d'hystérie post-traumatique et de névrose post-traumatique en général a été issue, je dirais, des grands conflits mondiaux, déjà la guerre de 14-18 et ensuite les autres conflits, la Deuxième Guerre mondiale, où on a décrit des symptômes psychiatriques, névrotiques ou psychonévrotiques, secondaires au traumatisme émotionnel de la guerre. Hein. Voilà. Donc c'est un truc qui m'a interpellé, parce qu'en même temps je faisais une formation d'expert judiciaire, et donc à l'époque la notion de névrose post-traumatique était très peu admise. Hein. Il faut savoir que la névrose de guerre, si vous voulez, hein, pour les anciens combattants, a été acceptée en France dans la loi française en 92. Hein. Donc il a fallu du temps, hein. Sous l'influence des psychiatres américains avec les vétérans du Vietnam, c'est vrai, qui ont écrit énormément de choses, mais qui ont créé la névrose de guerre. Hein. Avant... Oui, mais là, en fait, c'est une spécialisation dans la spécialisation. Oui, enfin, parce que je pense, je n'y connais rien bien sûr, mais il y a plusieurs départements ou degrés dans la psychiatrie. Oui. Il y a plusieurs pathologies psychiatriques. Oui. Donc, mais la psychose post-traumatique, c'est, comme le nom l'indique, après le traumatisme. Oui, bien sûr. Alors, mais est-ce qu'on ne peut pas faire de choses avant le traumatisme?
Ben oui, mais là, ça pose la question du degré de vulnérabilité de la personne. Hein. Est-ce qu'on peut, suite à un traumatisme, les attentats en particulier... Hein, aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a des cellules psychologiques qui sont mises en place. Comme disait un de mes confrères en plaisanterie, les psychiatres arrivent avant les pompiers, maintenant, des fois, dans les catastrophes. Hein. Mais non, plaisante. Mais c'est sûr que les grands attentats du Bataclan, de Nice et tout, ont montré la forme moderne, je dirais, de la névrose traumatique, hein, telle qu'elle se présente maintenant dans la société moderne. Hein. C'est vrai, moi j'ai eu la chance de voir en expertise militaire 3 poilus, hein, qui avaient 85-90 ans. Hein. Les gens de leur guerre, ils avaient un recul humoristique extraordinaire. Hein. Alors qu'ils avaient vécu les pires horreurs. Après, j'ai vu les gens de 39-45. Déjà, c'était plus rude. Et le pire, c'était les gars d'Algérie. Hein. Moi, j'ai vu des soldats d'anciens d'Algérie fondre en larmes devant moi, incapables de me dire un mot, insultant le camarade qui les avait amenés en disant « Mais qu'est-ce que tu m'as emmené là? Mais je ne voulais plus en parler, ces horreurs et tout. » Ouais, donc, et j'ai vu, les derniers, j'ai vu des gens de l'immeuble de Drakkar à Beyrouth, et même, je crois, un gars de la guerre du Kosovo, hein, qui s'était dessiné une cible sur lui, enfin, et qui lui avait fait une véritable psychose de guerre. Parce que, bon, vous parliez de psychose, on est surtout en affaire de névrose traumatique. La psychose, où il y a cette rupture avec le réel, ça existe aussi, hein, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Mais ce sont des phénomènes, en fait, c'est la société qui évolue. Parce qu'entre, par exemple, les poilus de la guerre de 14 et le Drakkar ou les attentats, il y a une telle évolution de l'environnement sociétal, peut-être. Hein. Bien sûr. Mais entre autres, ça renvoie à la place de la mort dans la société moderne. Question, est-ce qu'on a un nouveau rapport à la mort aujourd'hui, à la vie qui est sacrée, qui est le risque zéro, enfin tout ce qui va avec nous. J'ose pas imaginer une mobilisation générale en France maintenant. Qu'est-ce que ça pourrait donner, quoi. Et je veux dire, cette réaction du peuple ukrainien, en particulier en ce moment, bon, c'est les Slaves, je dirais, ils n'ont pas notre mentalité latine, gréco-romaine et tout, mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire, cette résistance qu'ils ont, cette résilience, ce patriotisme exacerbé, alors qu'on les donnait lessivés en 15 jours. Poutine les donnait lessivés en 15 jours, quoi. Dans ce monde occidental, c'est quand même, ça pose question, quoi. C'est l'immortalité, finalement. Oui. Nous occidentaux, je dirais, amortis, on est dans cette espèce de fantasme de l'immortalité. La mort est une injustice absolue, quoi, je dirais. Quand t'en as été, quel âge j'avais? 90. Voilà, moi, c'est ce que j'entends, quoi, je veux dire. Des fois, enfin, il faut rester raisonnable. Merci beaucoup. À demain. Demain. Bonjour à tous, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Dr Cresp. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine, on a parlé de votre première passion, la médecine, votre autre passion c'est la politique. Oui. Ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. C'est une passion transitoire, très transitoire, hein, qui m'a occupé, je dirais, des années 2005-2006 à 2012. Hein, et bon, je m'y intéresse toujours. Hein, je suis un fervent lecteur et spectateur des émissions politiques, mais j'ai pris du recul. Hein, Il n'y a pas un rapport direct entre la politique et la psychiatrie. Je veux dire que bon, il faut être un personnage particulier pour se lancer dans la politique. Quand on voit aujourd'hui la complication de la chose politique. C'est vrai. Oui, c'est pour ça que moi je dirais que le slogan de François Hollande, le président normal, je m'attendais au pire, et je ne dirais pas que le pire est arrivé, mais enfin, pas loin, quoi. Je crois que, surtout dans les institutions de la Ve République, hein, pour prendre la suite, avec le fonctionnement de l'institution, pour prendre la suite des deux géants du XXe siècle, qui étaient Charles de Gaulle et François Mitterrand, il fallait avoir les épaules larges, je dirais. Et je pense que malheureusement, par la suite, souvent les manteaux
manteau était un peu trop large pour ceux qui le portaient. Et ces deux géants avaient une espèce de légitimité historique, je dirais, hein, qui faisait que leur leadership était quelque part incontestable. Ils avaient marqué la vie militaire et politique de la France pendant 20 ou 30 ans, et donc leur accession au pouvoir suprême était presque logique, quoi. Après, bon, ça c'est compliqué. La société, bien sûr, a énormément évolué, particulièrement dans ces 5 dernières années, avec les réseaux sociaux, avec des prises de parole totalement débridées et quelquefois souvent inconséquentes. Donc tout ça, la remise en cause de nos institutions, du suffrage universel pour certains, du quinquennat, du septennat, du rôle des parlementaires, enfin tout ça, je veux dire, je le regarde avec du recul maintenant, hein. Je m'y suis frotté, j'ai pris des coups, pas terribles, enfin je me suis rendu compte de ce que c'était le monde politique, hein. J'ai été candidat aux législatives en 2012, et dans une situation, dans une position très, très ambiguë, et difficile à tenir, puisque j'étais soutenu par le Parti radical vosgien et mon ami Jean-Louis Borloo, qui en même temps, à qui on demandait tous les jours qui soutenait Sarkozy ou pas. Enfin, donc j'étais dans une situation. Et je dois dire à ce moment-là que c'est vrai que c'est dans les mois qui ont suivi, c'est nous, c'est les Corses et 2 ou 3 fédérations qui ont forcé la main à Jean-Louis Borloo pour qu'il soit candidat à la présidence de la République, hein. Il avait très envie d'y aller, mais il n'osait pas, on l'a pris par l'oreille, comme on dit. Il avait accepté, et bon, on a su ce qui s'est passé par la suite. Après, est-ce qu'on a un avantage quand on est psychiatre par rapport à ses adversaires, justement, un peu comme un mentaliste? Non. Oui et non. Bon, c'est vrai qu'on a une approche de la relation interpersonnelle particulière, hein. On voit peut-être plutôt que certains le scud qui va pouvoir partir, quoi. Mais non, je crois pas. Je crois que non, pour faire de la politique et en faire vraiment dans le monde actuel, je crois qu'il faut être un tueur. Il faut être un warrior, un winner, tueur peut-être. Un tueur, hein, quelqu'un qui est prêt à toutes les, je sais pas les compromissions, mais toutes les actions, hein, voire violentes verbalement, bien sûr, hein, pour terrasser l'autre, quoi, pour lui mettre le pied sur la tête. Et, voilà. Bon, et moi, c'est aux antipodes de ma vue de la vie et de la relation humaine. De la politique, donc du coup, c'est sûr que les mentalités évoluent là aussi. Oui. Oui. Le côté noble de la politique, pour vous, a aujourd'hui disparu. Oui, puis alors en plus, je veux dire, la politique est tellement décriée, est tellement décrédibilisée, est tellement brocardée que même des gens qui apparemment sont sincères, enfin en tout cas sont motivés, sont engagés, ils sont tellement l'objet de railleries, de doute, de mise en question et même de leur personnalité, de leur intimité, quoi. Regardez ce qui est en train de se passer pour Éric Ciotti en ce moment sur l'histoire de sa femme. On lui refait le coup de Fillon. Comme Fillon. On lui fait le coup de Fillon. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, mais avec un virus supplémentaire, une bactérie supplémentaire, pour parler médical. Qui s'appelle le réseau social. Ah oui, ça c'est sûr. C'est ça en fait qui a tué la politique. Les chaînes d'infos en continu et les réseaux sociaux, ça a totalement bouleversé la donne en matière de politique, c'est sûr. Merci beaucoup. À demain. Demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Miguel. Bonjour. Bonjour à notre invité, le docteur Jean-Marc Crespe. Bonjour. Bonjour. On va parler de votre autre passion, la troisième, celle d'être dans un baquet. Celle-là aussi, vous êtes tombé dans la marmite tout petit. Oui, transmission familiale également. Oui, puisque mon père était le fondateur en 57, je crois, de l'écurie Mouflon, la première écurie automobile corse, hein, qui a été suivie par de nombreuses, hein, et qui était avec Toussaint Rombal, avec Jean-Louis et comment il s'appelle le gars du journal de la Corse, mais des idoles en tout cas. Oui, étaient les fondateurs du Tour de Corse, hein, dont la première édition, je vous rappelle, a eu lieu en 56 et a été remportée par une femme. Ouais.
C'était quand même... Gilbert Thirion, avec une Triumph TR2 de l'époque. Hein. Et ensuite, bon, ça c'est... Michel Mouton a failli, je crois, mais elle n'a pas... Elle est passée... Elle n'a pas gagné. Voilà, donc mon père était à la fois organisateur et participant, puisqu'il en a fait 5 ou 6 en copilote, moi aussi d'ailleurs. Il en a fait un avec le curé d'Afa, l'abbé Paul Martine, le célèbre curé rallyman. Il a couru surtout avec son ami Georges Fully, qui était le médecin et fondateur de la médecine pénitentiaire moderne en France, et qui a été assassiné par un colis piégé en 72, je crois. Voilà, dans l'histoire des libertés médicales, enfin toute cette... Et donc, vous avez formé... Et donc, moi, je faisais des reconnaissances avec mon père, derrière, donc il fallait pas être malade en voiture, parce que là... J'étais vacciné. Après, donc, longue période, mon père a couru jusqu'en 60 ou 61, après longue période d'interruption, les études et tout, et en 2002... mon ami Jean-Pierre Philippine et dit on s'embête, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et je lui ai lancé un truc, mais qu'à faire du rallye historique. Le rallye historique, c'est quoi ça et tout. Et puis on s'est lancé là-dedans et on a fait 3 rallyes Monte-Carlo historiques, preuve extraordinaire, quand il y a de la neige surtout. Hein. Et après, l'année en 2003-2004, on a fait jusqu'à 12 rallyes dans l'année. On est allé courir dans les Ardennes, on est allé courir dans le Gard. Enfin, on s'est régalé. Et là, on faisait du rallye en moyenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le VHRS, un véhicule historique en moyenne. Hein. Il faut maintenir une certaine moyenne sur l'ensemble du rallye. Les routes sont ouvertes, et donc on ne doit pas nous demander plus de 49 de moyenne. Voilà. Donc, une preuve très compliquée pour un copilote. Hein. Si, très compliqué. Très compliqué. Oui, très compliqué pour un copilote parce qu'il faut gérer la course. Voilà, très compliqué, d'autant qu'au rallye de Monte-Carlo en particulier, aucun instrument électronique qui déjà a commencé à apparaître n'est autorisé. C'est que il faut en permanence lire la distance sur le TripMaster, lire le temps, et comparer ça avec une table qu'on a sur les jambes, qui vous donne à tel temps, et donc en déduire si on est en avance ou en retard. Et donc, piloter le pilote en disant tu vas trop vite, plus doucement. Et le rôle du pilote, c'est de rester à droite au maximum, puisque la distance est calculée pratiquement à la corde, sur le bord de la route. Donc ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup bien que j'étais nul en maths, mais enfin ça... Mais sur route ouverte, moi ça m'a toujours inquiété. On s'est fait quelques belles chaleurs, dans certains cols du Monte-Carlo, plein de neige, quand vous vous retrouvez avec un bus anglais en face qui dérape, et qu'il y a un trou de 300 mètres à droite. Mais sur nos routes aussi. Hein. Alors là, en Corse maintenant, si vous voulez, les épreuves du Tour de Corse historique, par exemple, étant donné qu'il y a énormément de ce qu'on appelle le VHC, ce qu'on a fait quand j'ai eu l'accident, là la route est fermée. Hein. La route est fermée pour les voitures de course, si vous voulez, de scratch, et derrière les voitures en moyenne bénéficient de la route fermée, et donc la moyenne haute, c'est quand même entre 55 et 80 km/h qu'on leur demande, hein. Et la moyenne intermédiaire, c'est entre 45 et 50, et la moyenne basse, bon. Mais donc, ils roulent sur route fermée. Mais de toute façon, je crois que toutes ces épreuves, route ouverte, entre les écologistes et tout, à mon avis, elles ont du plomb dans l'aile. Hein. Je ne sais pas et il y a 3 ans, vous avez eu un accident. Ouais. Au 19 octobre 2019. Dans l'étape marathon entre Calvi et le col de la Croix, à 2 km d'arrivée, on s'est fait mettre dehors de la route par un concurrent qui nous avait rattrapé, qui a forcé le passage, et qui nous a projeté à peu près à 100-110 contre le mur. La voiture a explosé. Enfin, je pense que la chance qu'on a eue, c'est de taper tangentiel et de rebondir. Donc, ce qui a évacué plus de la moitié de l'énergie cinétique. Si on tape droit et qu'on reste planté, on est mort. Là, on prend 20 G, 5 fractures, et adieu la voiture de course. Post-traumatique, donc. Post-traumatique, ouais, post-traumatique. Bon, le fait que ma formation
tout ça, mon recul sur les choses m'ont perdu, je pense, bon, j'ai quand même été hospitalisé, j'ai subi 3 interventions en 3 semaines, j'ai été hospitalisé, 3 semaines en clinique, ensuite 3 mois en rééducation en Finozelle, le Covid par-dessus, revenu après, enfin, j'ai été merveilleusement opéré, j'ai été bien rééduqué, et donc j'ai bien récupéré. Mais bon, plus de golf, en tout cas en compétition, je jamais été un grand golfeur, mais enfin, je m'amusais à des petites compétitions locales, je ne peux plus. Je ne sais pas si vous connaissez le golf Bénistage Ajaccio, je fais un tour et demi de tour à pied, et stop, hein, je ne peux plus. Donc, et le docteur Apieto aussi? Docteur Apieto, ça va, lui, il a une fracture de vertèbre lombaire, il est obligé de cimenter, hein, ça va, je crois que l'envie nous est passée quand même. Hein, et à 75 pour lui et 72 ans pour moi, on va raccrocher les casques. Vous disiez, on va revenir, vous disiez finalement sur cette catégorie de véhicules, on bénéficie de la route fermée, on n'en bénéficie pas tant que ça, parce qu'une fois que les voitures qui sont dans d'autres catégories sont passées, la route, elle est pas très propre. Ah oui, ça c'est sûr que surtout avec les voitures entre guillemets anciennes qu'il y a maintenant, qui sont des monstres, hein, je veux dire, et qui se conduisent comme des monstres. Hein, c'est-à-dire qu'on tape dans les cordes, hein, et on balance de la terre, des caillasses sur la route. Et donc quand vous passez, nous on avait le numéro 91, quand vous passez loin, il faut faire gaffe parce qu'il y a de la terre et des pierres partout. Ça on l'a vu apparaître en rallye historique, ça fait 5-6 ans, quoi, je veux dire, hein, où il y a des voitures, quand vous avez des Porsche qui font 300 chevaux, des R5 Turbo qui en font pas loin autant, et qui sont conduites d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de cheveux blancs qui conduisent, hein. Il y a beaucoup de jeunes au sommet de leur forme, hein. Donc ça aussi, ça a beaucoup changé. Moi je me rappelle les premières épreuves au Monte-Carlo en 2003-2004, il n'y avait pas d'assistance, les gens avaient leur roue de secours sur le toit, ils changeaient leurs pneus, ils se démerdaient pour l'essence. Enfin, maintenant, vous avez des écuries avec le semi-remorque, les camping-cars, les voitures d'assistance, parce qu'après ils ont l'hélico, hein. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Merci beaucoup. À demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dr Crespo. Bonjour. Bonjour Miguel. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine. On va reparler un peu de la médecine. Vous vous impliquez aujourd'hui beaucoup dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, donc à travers notamment l'association Alzheimer en Corse. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser plus particulièrement à cette pathologie ? Bien, j'ai terminé ma carrière d'ailleurs en psychogériatre, je dirais, parce que bien c'est une discipline qui émergeait. Hein. Moi, quand j'ai fait mes études, la maladie Alzheimer, d'abord on parlait de démence présénile, hein, et on disait que c'est une maladie qui apparaissait chez les femmes en grande majorité entre 50 et 60 ans, hein, et qui était mortelle à court terme, et on y passait 10 minutes, je dirais, hein. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de truc, on passait à autre chose, hein. Et puis on a vu quand même à l'âge, la durée de vie moyenne avançant et tout, j'ai vu quand même émerger cette nouvelle pathologie qui a vraiment été très spécifique, hein, puisqu'elle provoque malheureusement souvent l'implosion de la cellule familiale avec des problèmes sociaux, financiers très importants, que n'ont pas les autres pathologies chroniques, que ce soit les cancéreuses et autres. C'est différent, même si c'est dramatique aussi. Voilà, donc naturellement je m'y suis intéressé. Je me suis intéressé à la mémoire, parce que je crois que très modestement j'ai collaboré à la création d'enfin de la constellation mémoire Ajaccio en 2010 ou 11, je crois. Mais on a été le dernier département métropolitain à avoir une consultation mémoire dédiée, juste après Bastia. Alors que bon, ça traînait, on n'avançait pas. Donc on l'a eu. Et à partir de là, parallèlement à ça, je savais qu'une association avait vu le jour à Bastia en 2005 ou 2006 par une femme qui était déjà porteuse de la maladie, qui malheureusement s'est aggravée, et l'association a périclité. Et avec Marie-Josée Joly, que vous connaissez bien puisque vous nous recevez régulièrement pour nos manifestations, on a relancé cette association en 2007, qui s'appelait Corse du Sud, de A, puisque Bastia était
n'existait plus, et jusqu'à où on est passé Corse depuis la régionalisation, on nous a imposé donc Quel est le pourcentage de malades en Corse? Difficile à dire, on estime à peu près entre 6 000 et 7 000 patients atteints de degrés divers, mais il n'y a pas vraiment de statistiques précises. On se base un peu sur les ALD de la sécurité sociale, mais je pense qu'il y a encore pas mal de gens sur les radars. Comment ça se fait? Vous savez, le diagnostic à la base? Le diagnostic, la variabilité des formes. Je crois que, moi j'ai raccroché, mais enfin, un collègue me disait récemment qu'ils ont découvert une forme chez une femme de 42 ans. Et ça va donc de 40-45 ans à 80 et quelques années. Quoique, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans nos rencontres, l'Alzheimer du vieillard, c'est discutable, parce que, on met tout dans le même sac, les démences séniles, ou préséniles, enfin, tout ça. Donc, ça reste encore difficile à diagnostiquer, difficile à faire passer le diagnostic, et on sent que les familles sont quand même encore Comment réticentes. on repère la maladie, à part les symptômes qui sont visibles, je veux dire. Est-ce qu'il y a un signal qui... Vous savez, comme je dis toujours, le signal d'alerte est ce qu'on appelle l'anosognosie. C'est-à-dire que la personne porteuse, potentiellement, ne se rend pas compte de ce qui se passe. Quelqu'un qui dit « Oh, j'ai oublié mes clés, j'ai oublié mes trucs, je dois avoir Alzheimer ». Non. Mais quand on vient vous dire, chez le médecin traitant, c'est mon mari ou ma femme, elle a oublié ça, elle part faire un truc, elle oublie, elle est obligée de me rappeler. Et quand je lui dis, elle n'accepte pas. Mais non, mais pas du tout. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la non prise en conscience du symptôme. Ça, c'est quand c'est répétitif, et que ça a tendance à s'aggraver un peu, c'est, je crois, un des principaux éléments, je dirais, qui doit donner l'alerte, avec un certain fléchissement relationnel, souvent un état dépressif qui s'installe à bas bruit, une espèce d'apathie, de retrait social, tout ça, le trouble de la mémoire, je dirais, gag, caricatural, oui, ça peut interpeller, mais c'est pas le premier signe. Il y a plusieurs zones dans le cerveau qui sont touchées, ou il y a une seule zone? Oui, enfin, classiquement, c'est les centres de la mémoire, entre autres l'hippocampe, qui est le carrefour, je dirais, de traitement des signaux mnésiques, des constitutions des souvenirs et autres, et qui stocke les souvenirs et qui ensuite les redistribue en fonction des besoins. Je veux dire, de la mémoire immédiate, la mémoire de travail, la mémoire ancienne, tout ça, dont on sait un autre signe aussi, c'est la dissociation mnésique, c'est-à-dire les gens qui se rappellent parfaitement de ce qu'ils faisaient il y a 20 ans ou dans leur enfance et qui sont incapables de dire ce qu'ils ont mangé un quart d'heure avant. Et ça fait aussi partie des signes. Mais essentiellement, c'est la zone de l'hippocampe et de l'amygdale qui est juste en dessous. Pour terminer, vous parlez de l'acceptation de la maladie par les familles, plus que par les patients. C'est difficile, quand on est praticien, de faire admettre que c'est cette maladie d'Alzheimer et pas... C'est sûr que c'est pas... L'annonce, la consultation d'annonce est capitale. Capitale et vraiment par qui elle sera faite et de la façon dont elle sera faite va dépendre beaucoup la réaction des familles, la collaboration nécessaire, obligatoire avec les équipes soignantes, les interventions, je dirais, médico-sociales, préparer l'avenir, parce que avec les durées de vie moyennes maintenant, qui ont quand même bien augmenté, surtout chez les jeunes, des maladies d'Alzheimer, ou des autres formes de démence beaucoup plus rares, qui existent aussi, on part pour un long chemin, et dont on connaît l'issue, mais avec tout un tas de descentes par paliers successifs auxquels les aidants devront faire face. Et les aidants, nous, pour terminer là-dessus, c'est France Alzheimer, son but, bien sûr, c'est les malades, mais surtout les aidants. Informer les aidants, être là, les former, parce qu'on sait quand même que dans 60% des cas, l'aidant décède avant le malade de pathologies connexes, cardiaques, cancéreuses et autres, parce qu'ils sont épuisés. Nous, on est là pour
pour lutter contre l'épuisement des dents. Alors, sujet un peu plus léger, pour détendre un peu l'atmosphère, oui. parce que c'est quand même Alzheimer, c'est un peu stressant. On a la chance d'avoir un psychiatre avec nous. J'aimerais savoir comment un psychiatre analyse aujourd'hui le phénomène des modes qui font qu'à un moment donné, les foules font exactement la même chose. On prend l'exemple de la mode du piercing, ça a commencé comme ça. Ça s'est traduit aujourd'hui par la barbe, le port de la barbe, tout d'un coup ça a déclenché. Et puis il y a eu aussi un troisième phénomène qui vient se rajouter à tout ça, qui est le tatouage. Et est-ce que c'est un problème de mode pur ou est-ce que c'est un problème sociétal et psychique? Je crois que c'est un phénomène, je dirais presque tribal. C'est un phénomène un besoin d'identification, d'appartenance à une image, à un groupe. Surtout quand ça touche le corps, comme ça, l'aspect physique, l'aspect corporel. Il y a alors, parallèlement, il y a d'un côté l'individualisme forcené dans lequel la société tend à évoluer, et en même temps ce besoin de se reconnaître, de se donner une espèce de communauté d'appartenance, par des signes extérieurs de reconnaissance. Le piercing encore, ça se voit pas trop, le piercing ici sur le visage. Enfin, le tatouage, et chez les femmes en particulier, c'est le phénomène vraiment très très particulier, c'est le tatouage des femmes, qui n'existe que dans quelques peuplades, je dirais, au monde, mais en France, en Europe, je veux dire, c'est vraiment étonnant. Et la barbe, ma femme, on lui montrait le journal de cette réunion à Corté sur la drogue, il y avait une photo, il n'y a que des barbus, des jeunes, des vieux. Tout est barbou. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un phénomène d'individualisation, de retour à une certaine recherche d'individualité, et alors qu'on est noyé dans l'information, dans le mondialisme. Voilà. Terrifiant. Bon. Non, enfin, ça va s'équilibrer, tant mieux pour les barbiers. C'est une profession. C'est le mondialisme qui est terrifiant. La race humaine est terrifiante. Oui, c'est sûr. Enfin, restons optimistes. Oui, allez, restons optimistes. Merci, excellente fin de semaine, et cette émission, vous la retrouvez en podcast, audio et vidéo. À bientôt. Au revoir.